Moi, c'est Malik, je suis né à Angers, je suis poète, slameur et auteur depuis peu. Et on est ici au lycée Ludovic Ménard, là où je fais des ateliers slam de temps en temps avec les élèves du lycée. Moi, j'ai commencé à écrire en fait à partir de 15 ans. J'étais ado, j'étais au lycée. J'écrivais plutôt comme un exutoire en fait. C'est des textes c'était plutôt dans l'intimité de ma chambre d'ado. Voilà, j'écrivais des chansons, des petits textes, etc. Et voilà, j'avais à l'époque plutôt des idées noires, des trucs qui me tournaient dans la tête. J'avais besoin de les extérioriser. Donc c'est des textes que j'ai jamais sortis. Et puis un jour, il y a notre prof de français qui nous a donné un petit exercice. C'était d'écrire un poème sans stylo. Et sans crayon en fait, juste avec un bâton de colle et une paire de ciseaux. Et en fait, elle nous avait donné comme consigne de découper dans des magazines, des revues, des trucs qu'on était abonnés, etc. De découper, de coller et d'en faire une poésie. Et ce qui m'avait touché, c'est qu'elle nous avait donné carte blanche. Donc on avait la liberté d'écrire ce qu'on voulait et c'est toujours, je pense, le cas à l'école, assez rare. Et donc voilà, j'ai fait l'exercice. Moi, j'avais rien du tout, je n'étais pas abonné, j'avais aucun magazine chez moi, donc j'ai pris une revue qui s'appelle Femme Actuelle. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Et voilà, comme quoi d'un Femme Actuelle, on peut en tirer une poésie. Et chacun a rendu sa poésie après à notre enseignante, et je me souviens qu'elle a fait un compliment. Et d'ailleurs, le texte se trouve dans le livre que je vais présenter tout à l'heure. Mais voilà, ce compliment-là, il m'a marqué en fait. Parce qu'on complimente pas souvent en fait, les élèves dans leur scolarité, on s'attache plutôt à leurs défauts, voilà, à ce qui ne va pas. Et moi, ça m'avait beaucoup touché, en fait, ça m'a lancé dans l'écriture, j'ai continué avec plus sereinement. Donc voilà, le slam, c'est arrivé bien après. En fait, quand j'ai fait le chemin dans ma tête de vouloir dire mes textes, parce que ça, c'était une volonté de ma part, de pas seulement me contenter à une page, mais de sortir du cadre, d'écrire dans la marge, mais même aller en dehors de la marge. Et j'avais besoin de rencontrer les gens, de voir leurs émotions dans leurs yeux en fait par rapport à mes textes. Et en fait, c'est le slam qui permet ça, d'arriver sur une scène, d'avoir son texte et de le dire, peu importe qui on est, notre âge, notre nationalité, peu importe si on dort dans la rue ou dans une belle villa, en fait ça n'a pas d'importance. On vient sur une scène, on dit son texte devant un public et ça m'a beaucoup touché. Sauf que c'est pas naturel de monter sur une scène, c'est pas évident, c'est pas facile, il y a tout un chemin à faire pour ça. Une fois que moi j'ai fait ce chemin, voilà, j'ai accepté qui j'étais, ce que j'étais et les valeurs que je véhiculais, j'ai voulu le faire et puis il y a eu toute la période Covid qui est arrivée, donc voilà, tous les bars, les lieux culturels ont fermé. J'ai rencontré Johan à Trélazé, qui est un ami qui fait de l'accordéon, un musicien, donc on a commencé ensemble en fait à mettre des textes en musique. Et voilà, après le Covid, les scènes slam ont repris. Et là, voilà, j'ai eu cette expérience-là de dire en public mes textes. Donc, je viens de sortir mon premier livre qui s'appelle La prière du nomade. C'est le fruit de 10 à 15 ans de boulot, je reviendrai là-dessus après. Mais oui, le sujet principal, c'est le Sénégal. En fait, à mes 20 ans, je suis parti au Sénégal pour quelques mois. À la base, c'était pour 3 mois et puis j'y suis resté 7 longues années en faisant des allers-retours entre la France et le Sénégal, mes deux pays. Et en fait, pendant ce voyage, donc ces 7 années, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont logé, qui m'ont nourri, qui m'ont blanchi, qui m'ont lavé, avec lesquels j'ai rêvé aussi. Et en fait, le sujet de ce livre, c'est pas un livre à message. C'est vrai qu'on me connaît plus par rapport à mes textes de slam, plus politiques. Dans ce livre-là, il n'y a pas forcément de message. J'ai l'habitude de dire que si le livre pouvait parler, il dirait merci en fait à tous ces gens que j'ai rencontrés durant ces 7 années. Et voilà, en fait, ça parle de tous ces gens qui sont ni des princes, ni des rois. Et en fait, si je ne parlerais pas de ces gens-là, personne n'en parlera à ma place. Je sais qu'ils ne seront jamais dans les livres, ils n'auront jamais la Légion d'honneur, quoi que ce soit, jamais de médaille. Donc moi, c'était important, c'était un besoin en fait de mettre ces gens-là à l'honneur dans ce livre-là. Oui, c'est un texte qui est composé de 36 nouvelles et environ 5 à 6 poésies. Donc là encore, on ne me connaît pas sous cette forme-là. Et en fait, tout simplement, ça raconte une tranche de vie. Donc c'est cette année-là, donc à travers des petites histoires, des formes courtes qui racontent tous ces personnages que j'ai rencontrés.
Et l'inspiration, en fait, j'ai pas forcément d'auteurs particuliers qui m'ont inspiré pour ce livre-là, même si je lis beaucoup de littérature africaine à côté. Mais ça va être surtout, voilà, tous ces gens-là, j'en ai déjà parlé, qui sont ni des princes ni des rois, tous ces gens-là, en fait, essayer de retranscrire un peu tout ce que j'ai pu ressentir avec eux. À la base, c'est des textes que j'avais publiés sur les réseaux sociaux, quand j'ai ouvert mon compte Facebook, donc il y a quand même quelques temps, il y a longtemps même. J'avais commencé à publier ces textes-là et j'ai eu énormément de retours, avec plein de gens qui m'ont dit « mais tu devrais en faire quelque chose, voilà, pourquoi pas en faire un livre ?» On a toujours quelqu'un dans notre entourage qui nous dit ce truc-là, voilà, fais un CD, fais un livre. Donc là, j'ai commencé à me dire « ah, là, il y a peut-être quelque chose ». Et puis voilà, je me suis dit quand même que c'était un gros boulot. Et puis voilà, les années ont passé et j'ai eu la chance d'avoir un enfant qui est né en 2015. Et à la naissance de cet enfant, j'ai voulu voilà, laisser une trace. Je me suis dit que là, il fallait que je sache d'où il vient, en fait, de quel pays. Il est le fruit de deux cultures, deux pays. Et voilà, j'avais besoin de lui dire d'où il venait et qu'il avait aussi un autre pays, d'autres parents qui pouvaient l'accueillir en toutes circonstances. Et donc je me suis dit, voilà, j'ai pas grand chose avec moi, j'ai pas d'argent, j'ai que dalle, j'ai pas une belle voiture, mais j'aurai ce livre-là, ce sera mon héritage pour lui. Et ensuite j'ai choisi voilà, une fois que j'ai compilé les textes, donc encore une fois, hein, c'est énormément de boulot, parce que voilà, ça c'est le complexe un peu de l'artiste, il y a beaucoup de doutes, du relâchement, manque de confiance. Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que ce que je fais est bien? Voilà. Et puis il y a toujours des gens quand même qui sont là pour nous relever, pour nous dire ouais non mais si, vas-y, fais-le, quoi qu'il en coûte. J'ai choisi en effet l'auto-édition, donc j'ai créé mon association qui s'appelle La Rature, qui me permet de faire des ateliers, etc. Et en fait c'est mon asso qui édite le livre. J'ai envoyé à aucun éditeur, parce qu'en fait une fois que j'avais décidé de publier le livre, voilà, c'était comme une urgence en fait, c'était comme une urgence de dire et de faire les choses. Donc j'ai choisi ce moyen-là. Et aussi parce que j'avais eu une mauvaise expérience par rapport à des textes que j'envoyais pour essayer de les éditer dans des revues. Et en fait, j'avais jamais de retour. C'était ni oui, ni non, ni rien du tout. Et ça, en fait, c'est le pire. Pas avoir de réponse, on n'avance pas. Donc j'avais déjà créé une revue qui s'appelle La Rage du Peuple, dans le même, en me disant, puisque ma revue, puisque mes textes, on n'en veut pas, on ne me répond pas, je vais créer moi-même ma revue. Et en fait, j'ai fait pareil pour le livre. J'ai fait pareil aussi parce que je savais que j'avais un réseau à côté qui me permettait d'écouler le stock, notamment le réseau Slam, voilà, le réseau aussi des gens qui me connaissaient bien avant le Slam et qui m'avaient encouragé pour ce genre de texte. Donc voilà, en effet, c'est aussi s'affirmer, prendre sa place. Et puis moi, ça m'intéresse quand je crée quelque chose, que ce soit un livre ou un événement, de faire de A à Z. C'est-à-dire que le livre, là, la photo de couverture, c'est moi, j'ai fait la mise en page. L'intérieur du bouquin, c'est moi. En fait, j'ai tout fait de A à Z, sauf l'impression. Voilà, je suis passé en fait par un prestataire qui m'imprime le livre sur demande. Mais tout le reste, c'est moi qui l'ai fait, ce qui m'a permis aussi d'avoir une forme d'authenticité et puis aussi une originalité, je pense, dans la façon de faire. Déjà, le terme d'écrivain, j'ai un peu de mal. C'est un peu galvaudé, je trouve. On ne sait jamais si on est écrivain. Est-ce qu'on est écrivain parce qu'on écrit 3 lignes? Est-ce qu'on est écrivain parce qu'on a sorti un livre et qu'on commence à le commercialiser? Est-ce que l'écrivain commence parce qu'il vend des livres? Enfin, c'est très compliqué ça pour moi et pour beaucoup d'autres, je pense. Donc j'ai l'habitude d'utiliser le terme d'écriveur, écriveur public. J'aime beaucoup parce qu'écriveur, en fait, c'est un mot qui ne se dit pas. C'est un mot qui est inventé, il y a une faute. Et moi j'aime bien les fautes, les ratures, ça fait partie de l'écriture en fait, ça permet aussi de démocratiser un peu la poésie, de dire que tout le monde peut écrire. L'évolution donc en tant qu'écrivain, ça va plutôt être une évolution plutôt naturelle je pense, mais c'est quand même, quand je me retourne et que je regarde les traces que j'ai pu laisser, je me revois dans ma chambre d'ado à 15 ans à écrire des textes de reggae parce que ça allait mal et que le monde ne tournait pas comme je voulais qu'il tourne. Donc je me revois tout seul dans ma chambre, un peu à broyer du noir. Et je me vois aussi maintenant sur une scène slam devant du public, à dire ce que j'ai envie de dire par rapport à mes écrits. Et en fait, ça va plutôt être une évolution très intérieure, très personnelle. Je ne vais pas forcément aller la chercher à l'extérieur, cette évolution, mais ça va plutôt être s'affirmer soi-même.
voilà, en tant qu'artiste. Là encore, on est à quel moment on est artiste, etc. Il y a un moment, je crois qu'il faut dire, on est artiste, quoi. Et puis on affirme ses convictions, ses valeurs, même qu'il y ait des messages politiques ou non. Voilà, on doit les dire. À partir du moment où on a un message, il faut le dire. Et puis il y a aussi, comme je disais tout à l'heure, le chemin par rapport à dire ses textes en public. Au final, on peut se dire que est-ce qu'il y a un danger à le faire? C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a fait, il ne se passe rien derrière. Donc il n'y a pas forcément de frein à ça. Les défis que j'ai pu avoir en tant qu'écrivain, ça va surtout être, encore une fois, hein, je ne vais pas aller le chercher à l'extérieur, ça va être très très intérieur, mais c'est tout ce qu'est le syndrome de l'imposteur, ne pas se sentir à sa place et surtout ne pas se sentir légitime, là où pourtant on devrait être. C'est-à-dire, voilà, je vais sur une scène, est-ce que d'autres le font pas mieux que moi? Et moi, du coup, je devrais plutôt rester assis sur ma chaise ou chez moi. Voilà, c'est tout ça en fait le syndrome de l'imposteur, c'est pas se sentir à sa place. Et ça, on y est souvent confronté voilà, dans différents domaines, hein, pas que dans le domaine artistique. Mais moi, j'y ai été confronté, voilà, donc c'est toute une histoire, ça c'est une histoire familiale avec le manque de confiance, voilà. Donc ce défi-là, je l'ai surmonté en fait en rencontrant plein de gens quand j'ai commencé à écrire, voilà, aller aussi sur les places publiques, aller sur des scènes. J'ai rencontré plein de gens de différents milieux et en fait, on se rend compte que souvent, en fait, nos proches, notre famille ne va pas forcément nous dire comment s'améliorer. Ils vont souvent nous dire, voilà, c'est bien ce que tu fais, mais ça ne te permet pas d'avancer. Moi, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer, par exemple, des metteurs en scène, des gens du théâtre, des gens du cinéma, des gens, voilà, qui, en fait, regardent ce que tu fais et vont te dire techniquement comment t'améliorer. Et voilà, ça permet aussi de corriger certaines erreurs, d'être un peu plus à l'aise. Donc voilà, il y a plein de petites techniques voilà, qui sont plutôt dans le monde professionnel qu'amateur en fait, mais qui te permettent de surmonter ce défi-là et en fait d'être plus à l'aise et de t'affirmer aussi dans ce que tu es. Et donc oui, ma plus grande récompense en fait, c'est que, parce qu'à côté de ce livre, voilà, j'organise aussi des scènes slam, des scènes ouvertes de poésie, et voilà, et même quand j'ai fait la dédicace de mon livre, en fait, c'est qu'à chaque fois, il y a plein de gens qui viennent. Et ça, en fait, je me demande comment c'est possible. Je crois que je m'y habituerai jamais. Parce que, en fait, il pleut, les gens sont là, il fait froid, les gens sont là. Et il y a plein d'autres choses à faire, en fait. Je me dis qu'ils viennent écouter de la poésie quand même, c'est pas rien. Et ils pourraient faire autre chose. À l'heure où on a les smartphones, on a Netflix, qu'il y a plein d'activités, plein de choses à faire. Il y a des gens qui se disent non, pendant un moment, je vais aller écouter de la poésie. Et voilà, je vais aller voir ce gars qui est là, qui fait des trucs un peu fous, quoi, un peu hors du cadre. Je vais aller le voir, je vais me poser pendant 2 heures, 3 heures, et puis voilà, on va voir ce que ça donne. Et moi, ça me touche beaucoup. Et voilà, au-delà des récompenses peut-être plus matérielles, ça va plutôt être cette récompense-là, très humaine en fait, qui me touche beaucoup. Alors, pour les écrivains débutants, donc des gens qui commencent tout juste à écrire, voilà, que ce soit des poésies ou même qui ont dans l'idée d'écrire un livre par exemple, je leur dirais de ne pas se contenter de l'écriture. Je reviens à ce que disait ma prof de français quand j'étais ado au lycée, qui nous avait dit d'écrire sans stylo, mais aussi avec un bâton de colle et une paire de ciseaux. Et je leur dirais à ces gens-là d'aller explorer d'autres univers, que ce soit la musique, le cinéma ou même la peinture, voilà. Moi, j'ai l'habitude de dire que l'écriture, c'est vraiment au sens large. Il y a de la poésie partout, de l'écriture partout. Chaque projet est écrit à la base. Donc il y a toujours des mots qui sont là, qu'on fasse un film, qu'on fasse quelque chose. Il y a toujours des mots de toute façon dans la tête. Et puis en fait, ça permet aussi de se découvrir soi-même et de créer un univers. Et pour moi, la clé, elle est là. La clé, elle est de créer son univers, parce qu'en fait, tout le monde écrit plus ou moins. Des livres, il en sort des milliers, voilà, il y en a plein. Par contre, il faut voilà, se créer son univers, c'est-à-dire aller voir ailleurs, s'affirmer. Ça peut passer par une tenue vestimentaire, ça peut passer par plein de choses qui font qu'on se crée un personnage. Un peu comme au théâtre ou au cinéma, pour moi l'écriture, c'est ça aussi. C'est se créer un personnage ou plusieurs personnages et voilà, les livrer au public. Ouais, par rapport à gérer la pression et au blocage créatif, en fait, j'ai pas forcément de blocage créatif, j'appellerais pas ça comme ça.
Par exemple, là, ça fait très longtemps que j'ai pas écrit un texte, peut-être depuis la fin de l'année 2023, depuis décembre, et je considère pas que c'est un blocage, parce que je considère qu'écrire, c'est très compliqué comment ça vient en fait. Ça vient pas comme ça, je me mets pas sur une feuille et je me dis voilà, je vais écrire un texte pour telle date avec une date butoir. Non, non, ça marche pas comme ça. Donc en fait, des fois ça vient et des fois ça vient pas. C'est Christian Bobin que j'aime beaucoup citer, qui disait j'écris seulement si ce que j'ai envie de dire coule du cœur jusqu'à la main. Et en fait, c'est exactement ça. Si j'ai rien à dire, je n'écris pas. Bon, j'avoue, j'ai souvent des choses à dire quand même. Mais voilà, j'écris pas et ça me pose pas forcément de problème. Je passe à autre chose ou je fais autre chose. Mon rapport avec les lecteurs, il a longtemps été sur les réseaux sociaux, parce que j'ai beaucoup publié mes textes en fait sur les réseaux jusqu'à maintenant, mais au début je ne faisais que ça. Donc les lecteurs, c'était surtout des retours, voilà, des commentaires ou des gens qui me contactaient en message privé, ça se limitait à ça. Et moi, comme je disais, ça ne me suffisait pas, j'avais besoin vraiment d'aller voir les lecteurs dans le blanc de leurs yeux, de voir l'émotion qui pouvait transparaître chez eux, et puis l'écho que pouvaient donner mes textes aussi, si ça touchait des gens. Et donc en fait, maintenant, je les rencontre en fait sur les événements que j'organise. Voilà, je pense que d'ailleurs c'est pour ça que j'organise des événements, c'est seulement un prétexte. C'est pas, voilà, ça pourrait être la poésie, mais ça pourrait être la peinture ou autre chose. Je pense que c'est tout simplement un support pour aller à la rencontre de tous ces gens et voilà, d'échanger avec eux. Donc voilà, ça se matérialise comme ça. Par rapport aux critiques, et là je vais parler pour moi, mais je m'adresse surtout à ceux qui débutent aussi, enfin à tout le monde en règle générale. Ça va surtout, moi ça ne m'atteint pas, que ce soit des critiques positives ou négatives, voilà, aussi bien si c'est dans le positif, je ne suis pas quelqu'un qui va m'emballer, et puis si c'est négatif, ça ne va pas m'atteindre tant que c'est dans la limite du raisonnable. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est des paroles qui vont nous décourager. Décourager d'écrire un livre, de sortir une musique, de faire ce qu'on a envie de faire tout simplement. Et ça, on a plein d'exemples autour de nous, de gens qui vont nous dire, pas forcément avec des mauvaises intentions, parfois avec des bonnes intentions, mais plutôt qui vont nous redonner leur stress, leurs angoisses, et nous on va les absorber. Et voilà, c'est plutôt ça qui me dérange, par exemple, quand des gens peuvent dire comment tu vas faire pour vendre ce livre-là, est-ce que ça va te rapporter, voilà, est-ce que tu auras du monde à cette scène-là? Et en fait, ça, intérieurement, c'est très dur à gérer. Voilà, ça déstabilise beaucoup et surtout, ça décourage. Tout simplement. Donc moi, à chaque fois, voilà, maintenant, avec ça, il n'y a que l'expérience qui peut amener ça, mais avec l'expérience, j'essaye toujours de contredire ces gens-là. Pas par les paroles, mais tout simplement en essayant que l'événement, il n'y ait pas 5 ou 10 personnes et que ça fonctionne pour pouvoir dire ensuite, voilà, c'est pas parce que ça n'a pas marché là que ça ne marchera pas là-bas. Donc les projets, dans le long ou moyen terme, ça va être déjà un deuxième livre, parce que quand on en a fait un premier, on sait comment ça fonctionne. Donc déjà le deuxième, il est un peu plus simple. Et puis surtout, j'ai une banque de données de textes de slam là, qui ne demandent que à être mis dans un bouquin. Donc voilà, et Nozil, je peux te donner un scoop. Je vais te donner le titre de mon deuxième bouquin, qui sera « À la marge ». Et à la marge, en fait, c'est le titre de mon premier slam, le premier texte que j'ai dit en public, en fait, sur une scène. Donc voilà, il s'appellera comme ça, et j'aimerais que le bouquin sorte là avant l'été, disons juin-juillet, si possible. Puis après, il y a des projets musicaux, enfin voilà, tout ce qui a trait à l'écriture, au monde du spectacle, ça m'intéresse. Donc voilà, il y a tous ces projets-là qui vont venir cette année. En fait, pour moi, l'écriture, elle est très liée à l'école. C'est-à-dire que voilà, on apprend à écrire à l'école, on apprend la poésie à l'école, on apprend à les réciter à l'école. Donc l'écriture est très très liée à l'école. Et moi, j'ai créé l'association Larature pour justement essayer de sortir l'écriture de l'école. Donc même si j'interviens en milieu scolaire, c'est essayer de trouver d'autres formes d'écriture. Encore une fois, pas forcément avec des stylos, on peut écrire avec plein de choses. Et voilà, essayer de désacraliser tout ça, de démocratiser l'écriture et de la rendre plus accessible. Oui, donc à mes lecteurs et à ceux qui me suivent, je leur dirais que j'ai plein de surprises encore pour cette année et les années qui viennent. Et on va déjà se concentrer sur 2024. Et puis voilà, plein de choses arrivent encore et j'ai encore besoin d'eux.
Donc voilà, suivez-moi sur les réseaux. Et puis une petite surprise, c'est que je vais vous lire un petit texte du bouquin. Donc c'est un texte qui est tiré du livre qui s'appelle « Les étoiles au plafond ». Si j'écris, je l'avoue, c'est pour moi, mais c'est aussi pour vous. Lorsqu'un beau jour j'ai pris l'avion pour rentrer, je savais que tout cela était terminé. Tout en haut de la passerelle, au seuil de la porte, je me retournais vers le tarmac esquissant des yeux un au revoir teinté de 1000 merci. Ces nombreuses années d'aller-retour entre la France et le Sénégal, je savais que je ne reverrais ce foutu pays, comme j'aime à le surnommer avec ironie, qu'une seule petite fois par an. Mais j'étais loin de m'imaginer que ce ne serait que tous les 3 ans. Et que la prochaine serait avec mon fils qui n'était pas encore né, ni même encore un projet dans ma tête. Un déchirement dont je n'ai jamais vraiment parlé auparavant, même si au fil de mes textes, je dévoile cette part assombrie de mon âme. Une âme qui attend, qui trépigne d'impatience à l'idée de pouvoir une nouvelle fois fouler le sol de ce foutu pays. À mon retour en France, les jours d'après furent d'une longueur éternelle et d'une grisaille sans fin. Un soir de pleine lune, je me suis allongé sous un ciel parsemé de 1001 étoiles. Le même ciel étoilé que nous regardions avec Monsieur Diop dans ce village sahélien du Fouta sénégalais, avec nos yeux enfantins et nos visages toujours surpris par la beauté de la Voie lactée. Seulement dans le ciel, il en manquait des étoiles. J'avais beau les compter et les recompter, il en manquait encore et toujours, c'était pas pareil. C'était plus pareil. Alors j'ai pensé à tous ces gens qui m'ont logé, qui m'ont nourri, qui m'ont noirci, qui m'ont blanchi, qui m'ont conseillé, qui m'ont déconseillé, qui m'ont aimé comme un fils, comme un frère. Et sous ce ciel, la lune était pleine. Mais la nuit, elle était vide. Il en manquait des étoiles. Il en manquait, ouais. Alors comment faire? J'étais pas assez riche pour les payer, tous ces gens. Bien trop pudique pour tous les remercier. Et puis un merci, c'était pas assez grand pour égaler leur grandeur. Alors avec nostalgie, mais surtout avec rage, j'ai collé les étoiles qui manquaient sur le plafond de la chambre de mon gamin. Pour qu'il sache d'où il vient, pour qu'il sache d'où je reviens. Pour qu'il sache qui elles sont, pour que lui, il n'attende pas de longues années avant de voyager et de pouvoir admirer de ses propres yeux le ciel étoilé sous lequel je passais d'innombrables nuits au pays. Et en éteignant la lumière au moment de se coucher, elles brillaient. Pas autant que les vraies, bien sûr, mais au moins elles existaient. Elles méritaient toute leur place sur ce plafond blanc et terne. Chacune d'elles portait un nom, ainsi qu'un prénom. Elles avaient toute une histoire, un moment à raconter. Alors on les faisait parler comme un livre ouvert. Elles nous racontaient à la manière d'un griot leurs doutes et leurs espoirs, tous ces petits moments qui, bout à bout, font de la vie un grand miracle. Et sous ce plafond étoilé, la lune était vide, mais la nuit était pleine. Il manquait plus d'étoiles. Elles étaient toutes présentes chaque soir à notre rendez-vous. Sous ce plafond étoilé et mon fils à mes côtés, j'imaginais au même instant Monsieur Diop, dans la cour de sa concession, lever les yeux vers le ciel et contempler le scintillement des astres. Pour lui aussi, j'en suis certain, il manquait quelques étoiles dans son ciel. Si j'écris, je l'avoue, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est aussi pour vous, c'est aussi pour vous.